YouTube. On se retrouve pour les sorties littéraires de janvier et j'espère que vous êtes prêts pour une vidéo longue parce qu'il y en a, j'en ai noté 31, il y en a bien évidemment plus de 500, 600, je ne sais plus. C'est un petit peu la rentrée littéraire de janvier parce que en décembre il n'y a quasiment pas de sorties, vous l'avez vu, jusqu'au 15 décembre il y en a peut-être 3 et puis enfin j'exagère bien sûr et après il n'y en a plus du tout avec les fêtes de fin d'année, donc là on va rentrer un petit peu dans les sorties. On sort notre carnet crayon en l'air, c'est parti. Mais oui! Donc prenez bien en note. Moi, j'ai noté 31 sorties. Il y a pas mal de suites de sagas, par contre, mais il y en a que j'ai ici. Voilà, j'en ai pas mal ici. Mais j'ai pas encore lu la plupart des premiers tomes que je vais vous montrer. Bref, vous allez vite comprendre. C'est parti. Premier roman que j'ai noté, c'est déjà le 3 janvier, donc vraiment dans pas très longtemps. J'ai noté un nouveau Corrigan, je crois que c'est une romance MM, Les Garçons Perdus de C.M. Stern. Pour le coup, on vous dit qu'on est avec Jack, qui n'a jamais trouvé sa place dans le village où il est né. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction. Oh là là, le pauvre, il est trop beau. Je trouve ça... Avouez que c'est quand même drôle, en vrai. La phrase « Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction suscitant moquerie et jalousie ». Genre, on se moque des gens trop beaux. Bon, bref, cette phrase-là, je l'ai pas comprise, vraiment. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Ça, par contre, c'est horrible. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack, pardon, j'allais me tromper de prénom. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Alors moi, je vous avoue que j'irai pas, parce que c'est encore une énième histoire de vampire, et j'en ai déjà une autre, j'ai Hidden à lire de chez Corrigan, et j'ai Les Couronnes de Nyaxia, le tome 1 en vampire, et j'en ai un autre derrière, je crois, qui me fait plus envie, il me semble. Donc, voilà, je n'ai pas très envie d'y aller pour celui-ci. J'ai pas très envie d'y aller pour celui-ci. Pour le coup, je voulais noter parce que je sais qu'il va en attirer plus d'un. Mais moi, j'irai pas. Moi, j'irai pas, sauf si vraiment on me le décrit comme exceptionnel, mais ça m'étonnerait un petit peu vu les premiers retours. Sortie suivante. Un doux et sombre venin de Judy E. Lynn chez Stardust. C'est le tome 2 d'une magie teintée de poison que j'ai pas encore lu, histoire de changer. On vous dit qu'on suit Ning qui a perdu sa mère. C'est elle qui lui a administré sans le savoir un thé venimeux qui lui a été fatal et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Shu. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie de Shenong du royaume, un art ancestral de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant recevra une faveur de la princesse, peut-être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Et on vous dit qu'il va y avoir des trahisons, des machinations politiques et une nouvelle amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret. Amitié, vraiment? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, moi, il m'a tiré beaucoup quand il est sorti l'an dernier, mais pas assez apparemment pour que je le sorte de ma pioche à lire, de ma montagne à lire probablement. Donc là, c'est l'occasion. Le tome 2 sort la semaine prochaine. Enfin, peut-être que je me fasse le tome 1 pour voir si j'y vais ou si j'y vais pas. Ensuite, sortie numéro 3. Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Donc c'est le Seasons tome 2, c'est chez Hugo Roman, donc dans leur collection New Romance. Je n'ai pas encore lu Un automne pour te pardonner. Voilà, pardon. De toute façon, à chaque fois, ce sont des romances différentes. On est avec Lily, qui est une star montante du patinage artistique et qui n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or au championnat mondial. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. C'est son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams, l'homme qu'elle se surprend à mépriser de leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Femme. Voilà, on va être dans le monde du patinage. Pourquoi pas, et en même temps, il faudrait déjà que je lise Un automne pour te pardonner, donc j'attends. Suivant, celui-ci,
Je l'aurais bien précommandé, mais en fait, je vais aller le chercher, pas en day one, je vais aller le chercher vendredi, je pense, vendredi prochain. Vous pouvez déjà être sûr qu'il y aura un vendredi librairie la semaine prochaine. On est avec Dark Shores de Daniel L. Jensen chez Big Bang. Ici, on est avec la nouvelle saga de Daniel L. Jensen après Le Pont des Tempêtes. On vous dit, dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les Maharines sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Et on suit Tariana, qui est une Maharine. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, j'en sais rien en fait. Son peuple est le gardien des secrets de la mer, pardon. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Selendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la véritable vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Franchement, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai peut-être un peu deviné déjà avec le résumé. Ça me plaît bien. Je sais que je vais aller le lire parce que j'ai adoré Le Pont des Tempêtes et je me dis si elle me fait un truc comme ça en monde marin, ouais, de la sea fantasy, moi j'y vais. Moi j'y vais, je le sais, je veux trop le lire. Je veux trop le lire. Sortie numéro 5. Je sais pas si c'est du young adult ou de l'adulte. Je sais pas, mais enfin si, c'est chez Big Bang, donc c'est forcément du young adult, pardon. C'est chez Big Bang, c'est du young adult, ça serait Brajlon si c'était de l'adulte. Voilà. Sortie 5. Le tome 2 de Brume, oui, je vous ai mis des BD, des mangas, des webtoons, je vous ai tout mis. Hein. Brume de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Hinder, je sais pas comment on dit, je suis désolée. La forêt des âmes perdues, c'est chez Glénat. J'ai adoré le tome 1 que j'ai lu en dimanche graphique avec vous. J'attends avec une grande impatience le tome 2. J'irai probablement me le chercher très vite. Voilà, je ne vais pas vous spoiler mon vendredi librairie, mais on est presque en train de le constituer là. Hein. Presque. Suivant. On passe au 4 janvier avec la suite de Belladonna d'Adaline Grace chez De Saxus. Le premier tome, c'est celui-ci. Et du coup, deuxième tome, c'est Foxglove qui sort le 4 janvier. Je ne l'ai pas encore lu non plus. On vous dit qu'on suit Signa qui a 19 ans et qui est devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé. Elle a donc été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Moi, rien que ça me va bien. Ça me va bien. Attends, je me suis mis du rouge à lèvres partout. C'est le rouge à lèvres Harry Potter. Si jamais vous vous posiez la question, il est comme ça. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne. Salut Noah. Une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Les Hawthorne, c'est pas dans Inheritance Games aussi? Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. Franchement, celui-ci j'ai vu qu'il avait des bons retours, n'empêche. Il n'y en a pas tant que ça chez De Saxus qui ont d'excellents retours. Celui-ci j'ai vu quasiment que des bons retours. Donc... j'ai bien envie d'y aller. La couverture est vraiment splendide hein, pour Foxglove, n'empêche. Sortie numéro 7. Le grand magasin des rêves de Limillet chez les éditions Piquier, celui-ci. Mais ça a l'air d'être typiquement ce que j'aime lire en littérature asiatique. On vous dit, il existe une ville où l'on ne peut se rendre que dans son sommeil. L'endroit le plus populaire de cette ville est le grand magasin des rêves, qui semble un immense paquebot tout miroitant de lumière et haut de 4 étages où l'on propose et vend tous les rêves imaginables. Rêves d'enfance, de voyage, de nourriture délicieuse, mais aussi cauchemars, songes prémonitoires ou consolateurs. La jeune Penny vient juste de réussir son entretien d'embauche, elle commence son travail à la réception du rez-de-chaussée et c'est avec elle que nous allons découvrir l'univers chatoyant du grand magasin des rêves. Il y a un côté un peu Ghibli, je trouve, avec ce résumé qui me fait très très envie. Il me fait vraiment très très envie. Même avec cette couverture, ça fait très Ghibli. Donc à voir. Moi je vais le lire, hein. Je vais le lire, je vous en dirai des nouvelles. Je vous en donnerai des nouvelles même plutôt. Sortie numéro 8. J'avance parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Les Révélés de Patricia de Solière chez Charleston. C'est un ouvrage comme je les aime, c'est-à-dire avec des secrets de famille, une double temporalité. On vous dit, c'était une photo en noir et blanc, un peu jaunie. La petite fille d'environ 9 ans, teint et cheveux clairs, lui ressemblait comme une jumelle, hormis le gros nœud plat à la ceinture, la longueur de la jupe, les boucles frisées au fer. Sinon tout, la posture, la manière de croiser les mains, la façon de tenir la tête, correspondaient au cliché que ses parents prenaient d'elle au même âge. Mais qui était-elle ?
Odo, griffonné au crayon à mine, Camille lit Madeleine, Carduello, 1893. Cette découverte va bouleverser sa vie, car Camille, fille unique d'un père âgé aujourd'hui décédé et d'une mère partie vivre loin d'elle, ne connaît rien de son histoire familiale. Elle n'a qu'une certitude, du fond du passé, Madeleine, son double, l'appelle, la suppliant de la délivrer de son secret. Lui rendre sa place sera désormais la raison d'être de Camille, elle qui depuis toujours lutte si chaotiquement pour trouver la sienne dans le monde. Bref, double temporalité, secret de famille, exactement ce que j'apprécie chez Charleston en général. Franchement, je sais plus si je l'ai demandé, si je l'ai pas demandé, je craquerai pour probablement. Sortie numéro 9. La rose de minuit de Lucinda Riley chez Charleston. Évidemment que je l'ai mis et je l'ai même mis parce que je l'ai reçu. Je ne pouvais pas vous montrer la sortie étant donné que j'allais vous la montrer dans cette... Regardez-moi dans cette vidéo, regardez-moi cette bricasse. Il sort le 10 janvier, donc dans une semaine et demie. C'est du Lucinda Riley et j'aime beaucoup cette autrice qui est malheureusement décédée, donc on n'aura plus de romans d'elle en dehors de ceux qui ne sont pas encore traduits. Voilà, donc moi je les déguste comme des petits bonbons. Voilà. On vous dit quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Asbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, et est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violet, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul, qui aurait vécu à Asbury Hall... Pourquoi c'est écrit comme ça ? Qui aurait vécu à Asbury Hall, ok c'est moi qui l'ai mal lu. Rebecca perce peu à peu les secrets qu'abritent les vieilles pierres du manoir. Seulement, les ombres qui hantent la dynastie des Asbury pourraient bouleverser bien des destinées. Campagne anglaise, 20e siècle, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, c'est du Lucinda Riley. Comme vous le voyez, je l'ai demandé directement. J'ai pas eu à me poser la question 36 fois, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Donc celui-ci, je vous en donnerai des nouvelles aussi. Quand je me sentirai de sortir une bricasse de plus de 660 pages. C'est-à-dire, il faut que je le commence en janvier 2024, là au début. Parce que sinon, j'arriverai pas à finir ce livre avant le 31. 10e sortie. La maison au cœur exalté d'Olivia Wildenstein, c'est le tome 2 du Royaume des Corbeaux. Moi, j'ai le tome 1, toujours dans ma montagne à lire, qui était La maison aux ailes déployées, qui est très très beau aussi. On vous dit, mi-fée et mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des faées au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver, elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce, mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Franchement, il a l'air trop bien, il faut trop que je le lise. Je pense que je vais me le faire là en janvier. J'ai vu des coups de cœur tomber. Regardez, en plus, il a l'air trop beau gosse. Comment ça ne tient qu'à ça? Pas du tout. J'avais eu en plus la box autour de la maison aux ailes déployées. C'était mon dernier SP des éditions Corrigan. Donc voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant de le lire là en janvier. Sortie numéro 11. C'est un petit peu ce qui était reproché à De Saxus fut un temps, on s'en souvient quand même. Hein. La princesse et le croque-monsieur de Deya Muniz. Je sais plus comment c'est son nom. De... Deya Muniz, ouais. C'est chez Hachette. Ils nous l'ont présenté lors de la soirée Hachette. Vous savez, on a été invité avec Marie à une soirée Hachette en tant que partenaire durant Montreuil et ils nous l'ont présenté et ça a l'air trop trop chouette. On a la princesse qui est à gauche, on a... alors, je vais vous le dire tout simplement. Là, en fait, il y a beaucoup de jeux de mots avec le fromage. C'est pour ça que c'est très drôle, le croque-monsieur. Le fromage que vous voyez au milieu, c'est très très drôle, je trouve. La jeune Lady Camembert veut vivre sa vie comme elle l'entend et refuse de se marier, ou plutôt d'épouser un homme. Or, la loi du royaume de fromage stipule que les femmes ne peuvent pas hériter. À la mort de son père, elle n'a d'autre choix que de se déguiser en homme et s'installer dans la capitale où personne ne la connaît pour prendre un nouveau départ en tant que comte Camembert. Donc ça, c'est la dame de droite pour vous. Droite.
Mais il est difficile de faire profil bas quand l'audacieuse princesse Brie, militante passionnée à la pointe de la mode, attire son attention. Camembert ne peut pas résister à l'envie d'apprendre à connaître Brie. Mais alors que les deux se rapprochent, son secret pourra-t-il être préservé? Quand les éditrices nous en ont parlé, ça faisait vraiment... c'est un graphique. Ça faisait... Déjà, les graphismes étaient très très chouettes. Et en plus, franchement, ça faisait romance, pour le coup, LGBT, hein, clairement. Et trop mignonne, en plus, avec beaucoup de blagues sur le fromage. Franchement, j'avais trop envie de le lire. Donc je l'ai demandé, moi personnellement, je sais pas si je vais le recevoir, mais je l'ai demandé parce que ça me disait beaucoup, donc je vous en reparlerai, je vous le montrerai par ici. Voilà. Sortie numéro 12. Savage Bones, les liens du destin, le livre 2. Pareil, je n'ai pas lu le tome 1 qui est Broken Bones. Je vous montre au cas où vous ne sauriez pas de quelle saga c'est issu. Vous savez, je crois que c'est avec le harem inversé. Ce que je vous dis, Corrigan sort trop de livres au mois, c'est chiant, on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Pour moi, c'est un harem inversé. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Il y a eu tout et son contraire en avis sur ce roman, donc moi je sais pas trop. Je voulais me faire mon propre avis, c'est pour ça que je l'ai acheté d'occasion, hein, je vais pas vous mentir. Je l'ai acheté d'occasion chez Gibert et j'attends de me faire mon propre avis. En fait, c'est ça. En fait, le problème avec Corrigan pour moi, c'est que tout me fait envie. Tout me fait envie chez eux, ou presque. Presque. Il y en a que je voulais pas, mais quasiment tout. Il y a 3-4 sorties dans le mois, un peu comme de Saxus pour le coup. Et le problème, c'est que, étant donné que ça me fait envie, j'ai envie d'y aller, et en même temps, bah... Franchement, je vais pas le lire tout de suite, j'ai pas envie de mettre un budget faramineux là-dedans. Donc, j'ai décidé d'acheter pas mal d'occasions, et c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Donc voilà, le tome 2 sort le 10 janvier déjà. C'est bien au moins, après c'est bien au moins les sorties... Enfin, les tomes 2 suivent, les tomes suivants suivent, ça c'est bien. Suivent. Les tomes suivants suivent, évidemment, maintenant. Les tomes suivants sortent rapidement. Vous avez compris, oh, faites pas semblant, c'est bon. Sortie 13. God Killer de Hannah Kanner, c'est chez De Saxus. Alors celui-ci, De Saxus m'a dit qu'ils allaient me l'envoyer. Donc on va voir si je le reçois effectivement. Ça serait cool. Ça serait cool. Pour le coup, franchement, il me fait trop envie. Il me fait trop envie. On vous dit, les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Et on suit Kissen, qui est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu j'ai mangé une syllabe, du feu, ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Non mais franchement, oui, le livre est magnifique, c'est vrai, le relier il a l'air incroyable, Oasis. Après, moi, s'il me l'envoie en brochet, c'est très bien. Parce qu'au moins, je pourrais tester l'histoire, je pourrais voir, et si vraiment le livre est un coup de cœur, je pourrais me l'acheter en relié, tu vois. Ça me permettra aussi de faire les choses. Mais oui, une déicide, une tueuse de dieu, c'est trop bien. C'est trop bien. Et la couverture, elle est splendide, quoi. La couverture est splendide. Donc voilà, celui-ci, je vais le lire, s'il me l'envoie réellement. Enfin, si je le reçois, surtout, je pense qu'ils vont me l'envoyer, mais il m'a dit, je te l'envoie très vite. Donc il va me l'envoyer, mais est-ce que je vais le recevoir avec tous les vols de colis actuellement à la poste? Nous verrons bien. Nous verrons bien. Sortie numéro 14, pour moi. This Time It's Real, Dan Young, c'est chez Pocket Jeunesse. Là, c'est le côté romance qui me plaît. On vous dit, l'article d'Elisa sur son petit ami est tellement beau, il donne envie de croire en l'amour. En une nuit, la vie d'Elisa est chamboulée. L'article qu'elle a écrit sur son merveilleux petit ami pour le blog du lycée a fait le buzz et bouleversé des milliers de lecteurs. Grâce à cette popularité, elle décroche un stage dans le magazine de ses rêves. Mais alors que tout le monde veut en savoir plus sur le fameux garçon, la jeune fille s'affole. Elle a tout inventé dans son article, le garçon dont elle parle n'existe pas. Acculée, elle passe un marché avec le sublime Kaz Song, un élève de son lycée, par ailleurs acteur montant de drama chinois, qui accepte de se faire passer pour son petit ami. Il multiplie les pseudo-rendez-vous amoureux et Elisa, qui découvre la sensibilité et la prévenance de Kaz, tombe peu à peu sous son charme. Franchement, ça a l'air mimi. Ça a l'air mignon. Oui, non mais c'était à prévoir. Ça a l'air mims. Il y a un côté un peu drama chinois que j'aime bien. Donc à voir.
15e sortie, on arrive bientôt à la moitié de cette vidéo. Ouf. My Happy Marriage, le tome 4 de Akumi Agitogi, Rito Kosaka et Tsukiyo Tsukioka. J'adore cette saga de manga. C'est chez Kurokawa et pour le coup, j'ai les 3 premiers tomes. J'ai vu toute la série ou presque. Il me reste peut-être un des derniers épisodes et je veux trop lire le tome 4. Même si j'ai vu certaines choses, je veux trop lire la suite. J'aime trop ces personnages, ils sont trop choupis. Je crois que j'ai vu la suite. Je crois que Netflix allait plus loin que ce qui était sorti en France. Je crois, je sais plus, mais je m'en fous. Moi, j'aime tellement cette histoire que j'ai envie de la lire et de la voir, en fait. Les deux me vont. Les deux me vont, ça sort le 11 janvier. Mais ouais, mais elle est trop belle cette histoire. Et ils sont fondamentalement bienveillants et beaux. Et pas forcément si gentils que ça. Il a un côté un peu sombre aussi, lui, j'aime bien. Enfin, sombre. Secret, pas sombre. Bref, j'aime trop cette saga. Sortie suivante. Enlevé. Alors, je vais donner une autre chance à Roncière, peut-être. Enlevé par le destin, donc les territoires alpha, le tome 1 de Shannon Mayer, c'est chez Roncière. Roncière qui est la filière Dark Fantasy de Deux Sexus. Si vous ne le saviez pas, c'est vrai que c'est noté nulle part. Mais ça se sait. Il y a plein de maisons d'édition soi-disant indépendantes qui sont pas indépendantes. Corrigan, c'est City, c'est même noté sur leur livre, ils s'en cachent pas plus que ça. Roncière, c'est Deux Sexus. Voilà, ne vous faites pas avoir, c'est important. C'est important de ne pas se dire « Oh, je vais vers une nouvelle maison d'édition indépendante. » Non, c'est juste une nouvelle branche. C'est tout. On vous dit un général vampire, une humaine avec un secret. Un jeu dont la récompense est la survie. Sienna s'est livrée à des esclavagistes pour rejoindre le territoire loup-garou et sauver son meilleur ami. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Son meilleur ami ? Sérieux ? Parce que l'autre, c'était pas son meilleur ami, c'était son petit frère. Bon, je sais pas. En fait, il y a un commentaire qui disait qu'elle voulait rejoindre son petit frère, je sais pas. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. En fait, au lieu de se retrouver sur le territoire des loups-garous, elle est vendue aux vampires. Et forcée de prendre part au jeu de la moisson, une joute de séduction, bien évidemment, aux conséquences mortelles. Fils bâtard du roi et général de l'armée des vampires, Dominique n'a qu'un but, protéger son jeune frère Will contre la tyrannie de leur aîné, le prince Edmund, prêt à tout pour conserver le pouvoir. C'est sans compter sa rencontre avec Sienna. Voilà, donc je pense que ça va être de la dark romance avec des vampires, des loups-garous et tout le reste. En vrai, je suis assez curieuse de voir ça. Autant Peter Pan, là, je suis pas sûre de lire la suite, mais c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Comment ça s'appelait ? The Never King, je l'ai revendu en plus hier sur Vinted. Je me suis posé la question, il fait ouais, on le revend. je l'ai revendu. Le tome 1 était trop axé fesses. Et pourtant, le résumé le laissait pas présager. Du coup, j'ai un petit peu peur que ça soit pareil ici. Mais j'ai dit que je laisserai une autre chance à Roncière. Je pense que j'irai voir un petit peu ce que ça donne et je vous en donnerai des nouvelles. Sortie numéro 17. La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 4. La Vengeance des Gobelins de Thorns Carbone et Barreau. Désolée, j'arrivais pas à lire. Aux éditions Dupuis, j'ai lu les 3 premiers tomes, grâce à vous, d'ailleurs. Grâce à vous. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas aussi bon, je trouve, que Brume. C'est pas aussi mignon. C'est pas non plus... Enfin, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. C'est juste pas un coup de cœur. Voilà. J'ai bien aimé, mais bon. Je continue tranquillement la saga. Je suis pas plus intéressée que ça. Mais je continue. On est avec cette jeune fille qui va prendre un rôle très particulier avec les créatures féeriques, les fées, en fait, tout simplement. Elle va prendre le relais de sa grand-mère. Et elle va dans des aventures pas mal, c'est pas mal. Sortie numéro 18. Capturer la couronne de Jennifer Estep, donc c'est la reine des gargouilles, le tome 1 chez Lost Kingdom. C'est le même univers, je crois, que Tuer la reine. Donc, du coup, moi, je vais plutôt lire Tuer la reine, j'ai envie de vous dire. D'une couronne d'épines avec la trilogie La Reine de Pierre, c'est ça. Et là, en fait, tu découvres Gemma, une héroïne prête à tout pour défendre son royaume. Alors moi, je sors d'un roman dans lequel l'héroïne s'appelait Gemma, donc je vais pas y aller tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais on vous dit, Gemma Ripley a la réputation d'être une princesse pourri gâtée, plus intéressée par les jolies robes et les beaux bijoux que par l'art de la politique. Mais sous cette apparente frivolité, Gemma est en réalité une puissante mage d'esprit et une espionne. Sous couverture, la princesse tente de découvrir qui dérobe d'énormes quantités de pierres de larmes dans les mines royales des Ripley.
En pleine mission, désolé, des replays. En pleine mission, elle croise la route du prince Léonidas. Moi, ça me fait penser à un gros chocolat. Elle croise la route du prince Léonidas, Morricone de Morta, son ennemi juré et futur allié. J'ai pas envie d'en lire plus. Voilà. Moi, je pense que je vais lire d'abord l'autre saga, et puis ensuite, tu peux continuer si t'apprécies à suivre l'univers avec d'autres personnages, je pense. Voilà. Suivant, je suis à la sortie 19. Ce don perfide d'Emily Seed, je sais pas, chez Rajo, je sais pas si c'est en anglais ou je sais pas. On vous dit, ouais, c'était en anglais au début. This Vicious Grace. Mariée 3 fois, veuve 3 fois. Chaque fois qu'Alessa touche le partenaire qu'elle a choisi et dont elle doit magnifier la magie, il succombe sous la puissance de son don. Celui-ci, je veux l'acheter, je vous le dis tout de suite. Il faut pourtant qu'elle parvienne à maîtriser son pouvoir, et vite, car bientôt tous les habitants de Saverio feront face à un fléau démoniaque qui pourrait les anéantir. Et c'est elle, la Finestra, que les dieux ont choisi pour défendre l'île. Or, elle ne peut y parvenir sans l'aide d'un fonte, un partenaire sélectionné parmi les quelques élus doués de magie. Putain, il y a mon micro devant, je suis désolée. De plus en plus, on se défie d'elle, des rumeurs circulent et sa vie est menacée. Et du coup, elle recrute alors un nouveau garde, Dante, un paria beau et cynique qui cache un sombre passé. Pourvu qu'il soit pas trop torturé quand même, celui-là. Mais bref, franchement, celui-ci m'attire bien. Sortie numéro 20. Seule la mort atteint la vilaine de Siol et Gion Gödel. Gyoel. Attends, Gyoel. Ouais, pardon. Gwon Gyoel. J'ai confondu le O avec un D. Il faut peut-être que j'aille voir un ophtalmo. Le tome 4 chez Kotun. Moi, je l'ai sûrement déjà lu. J'adore Seule la mort attend la vilaine. Je le continue aussi en numérique, tellement j'aime beaucoup cette saga, vraiment j'adore. Je vous la conseille. On est avec cette jeune fille qui tombe dans un jeu vidéo, alors en fait elle se réveille dans un jeu vidéo, et en gros c'est un genre de jeu vidéo type amour sucré. Oh Luna, ça fait longtemps que t'es pas venue. Bonjour mon chat. Bonjour mon bébé. J'ai pas de bonbons, lui en donnez pas. Ça va mon bébé, ça fait longtemps que t'es pas venu me voir. Vas-y, viens, je te fais de la place. Du coup, je vous disais, Seule la mort atteint la vilaine, c'est un genre de... en fait, elle tombe, elle joue à un jeu. Elle joue à un jeu, elle y arrive, elle fait le mode difficile, et elle meurt à chaque fois. Et elle va rentrer dans ce jeu, elle va s'endormir sur ce jeu, et elle va se retrouver coincée dans ce jeu, dans le rôle du mode difficile. Et du coup, elle se dit, mais il faut pas que je meure, en fait, parce que sinon je suis dans la merde. Et étant donné que je suis morte depuis le début, ça va être compliqué. Je crois que je ne confonds pas, parce qu'en fait, il y a plein de webtoons où ils tombent dans un jeu, où ils tombent dans un livre. Et du coup, à chaque fois, t'es là, tu fais, mais je sais plus. Bisous, Luna. je ne sais plus, tu vois. Sortie numéro 21. Celui-ci, il me fait de l'œil, c'est Cindy Van Wilder, Zanetti. Les féeries d'Eshad, c'est chez Scrineo. Il me fait de l'œil parce qu'il y a le nom Cindy Van Wilder et que je ne l'ai pas vu sortir de roman depuis un moment. Et j'aime beaucoup cette personne en fait. J'ai bien aimé Terre de brume, je crois que c'était ça. J'ai bien aimé certains de ses romans. Mais en fait, j'ai surtout aimé notre rencontre. Je l'ai rencontré plusieurs fois aux Aliénales et c'est quelqu'un de fondamentalement gentil. Et j'aime beaucoup les auteurs gentils. Et du coup, voilà, j'ai très très hâte de le découvrir et de revoir Cindy par la même occasion, bien évidemment. Donc, on vous dit que c'est entre Hunger Games, entre Stranger Things et Grisha. Découvrez la face cachée du tournoi des féeries d'Eshad. Alors moi, personnellement, tu m'as parlé de tournoi. Je me dis, ok, tu vois. Depuis toujours, les arcanes, adeptes de la magie, et les Echaris, je sais pas, férus de technologie, s'opposent. Le destin des premiers a été brutalement scellé après leur dernière défaite. En tant qu'arcane asservie, Arasia travaille dans un cirque qui crée de somptueux spectacles pour les élites Echaris. Elle a tout oublié de son passé et de ses origines. Avec ses fidèles amis Théo, Yanaël et Ernst, ils ont un plan afin de s'échapper. Malheureusement, leur projet échoue, ils sont alors livrés à la grande famille Haringwood, où on leur annonce qu'ils vont devoir participer aux Féeries d'Eshad, un mystérieux tournoi avec à la clé leur liberté. Tam 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 tam. Sortie suivante avec Luna. Les plus beaux jours de nos vies de Lucy Diamond chez Charleston. Celui-ci pareil, je sais plus si je l'ai demandé, mais on parle d'une thématique que j'aime trop. Et c'est... Oui, vous le savez, le deuil. Le jour où Lenny Mackenzie... Bah t'en veux plus? C'est fini?
Bon, elle en veut plus. Le jour où Lenny Mackenzie, 35 ans, meurt dans un accident de vélo, c'est la vie de toute sa famille qui bascule. Sa petite sœur d'abord, Alice, dont elle était si proche qu'il ne sait plus où elle en est. Après avoir quitté son petit ami et son travail, elle veut découvrir ce que faisait Lenny les semaines avant sa mort et qui est le mystérieux Josh noté sur son agenda. De son côté, Will, le petit frère d'Alice et de Lenny, choisit de prendre la fuite et part en Thaïlande. Sur une plage paradisiaque où il vend des lunettes de soleil et des tongs aux touristes, il tente d'oublier son chagrin et sa culpabilité car il est persuadé d'être responsable de la mort de Lenny. Quant à leur mère, Belinda, elle trouve du réconfort chez une voyante qui affirme être en communication avec Lenny. Son compagnon, Ray, a beau lui dire qu'il s'agit d'une arnaque, elle ne veut rien entendre. D'autant qu'avant son décès, Lenny avait fait ressurgir un vieux secret de Belinda. Tintin, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Je sais pas si, je sais plus si je l'ai demandé. Franchement, c'est le genre de livre que j'aimerais énormément lire. Je ne sais plus si je l'ai demandé ou si je me suis dit, bah, je l'achèterai. Dans tous les cas, je pense que je le lirai. Je pense. Bisous, Luna. À bientôt. Elle est trop mignonne, elle revient maintenant. Mais ouais, elle est trop mignonne. Sortie numéro 23. On arrive sur la fin, hein. Bouche cousue de Maëlle Pau chez le livre de poche jeunesse. Je crois que je l'ai demandé à... Je l'ai demandé. Parce que, alors... Là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre elles, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis le réceptacle à secret idéal, car je suis muette. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Moi j'étais là, ça a l'air trop bien. Franchement, ça a l'air trop bien. Il a l'air beaucoup trop bien, bouche cousue. En plus, tu me mets une couronne comme ça, en plus du violet. C'était sûr que j'allais vouloir le lire. J'ai trop hâte de vous en reparler. Il fait beaucoup trop envie. En plus, c'est le livre de poche. J'ai envie de te dire, le coût ne sera pas énorme. Je pense qu'il va pas être très cher. Sortie numéro 24. Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin. Je crois que c'est Tabarin qu'on dit. Chez Hachette. Chez Hachette. Et je l'ai eu, moi, en épreuve non corrigée quand je suis allée voir justement Hachette. Et derrière, ils nous ont envoyé ça, c'est trop cool. C'est une gazette. Une petite gazette avec édition spéciale et tout. Regardez-moi ça. Trop cool, hein? Trop cool. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue. Pour le coup, au niveau du résumé, je vais peut-être vous lire le officiel et pas celui qui est sur les ENC. On vous dit, dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodriguez, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux familles se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise la meilleure composition. Héritières de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodriguez n'aspirent qu'à une chose, surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé dans le plus grand secret et que le regard de la cour entière se tourne vers elle. Ça a l'air trop bien. En plus, on a eu une rencontre avec l'autrice à ce moment-là. J'avoue, j'ai pas fait dédicacer mes ENC parce que je voyais pas trop l'intérêt. J'aime beaucoup la dédicace aussi. C'est aux petites filles qui ont un jour cru leur peau trop foncée et leurs cheveux trop crépus pour leurs rêves de bal, de château et de belles robes. Je trouve ça tellement bien. Voilà. Je vais le lire, bien évidemment. Il y a 410 pages. Ouais, même pas, parce que c'était les remerciements, donc un peu moins de 410 pages. On est dans les 400 pages à peu près. Je vais le lire en janvier, je vous le dirai. Au moment de sa sortie, je vous en parlerai. Enfin, à peu près au moment de sa lecture, puis de sa sortie, bien évidemment. Mais il a l'air très très bien. Sortie numéro 25. Untouchable Lady de Kim Do-sik-young et Min Sung, c'est le tome 1 chez K-Books. Clairement, je le veux trop. On est sur un webtoon qui m'intéresse beaucoup. Donc Ricardo, un noble, supplie... Le résumé là, il était pourri. Je recommence. Ricardo, un noble, supplie sa sœur Ilis de mourir pour sauver leur demi-sœur Gabrielle avec qui elle ne partage pas la moindre goutte de sang. Ilis comprend qu'elle n'a jamais été aimée autant que cette dernière. Après être morte 7 fois, et pour tenter d'échapper à son tragique destin, la douce et timide Ilis laisse place à une version d'elle implacable et avide de vengeance. Je suis pas sûre, je sais pas. On verra bien, Stéphie, écoute. On verra bien. Sortie numéro 26. La maison à l'orée de la magie d'Amy Sparks. Sparks, ouais, c'est ça. C'est chez Saxo, c'est la filière jeunesse de De Saxus. La couverture est trop jolie.
On va pas se le cacher. Une malédiction, un trésor caché, un sorcier en pantoufles molletonnées. 3. Repérer sa cible. 2. Se mettre en position. 1. Bondir. 9 est une orpheline. 9 est une orpheline contrainte de voler dans la rue pour mériter le gîte et le couvert. Jusqu'au jour où elle dérobe le bibelot qui va enfin changer sa vie, une maison tenant dans le creux de la main et sur laquelle pèse une terrible malédiction. La rencontre avec ses habitants, un magicien sans pouvoir, un troll majordome ou une éminente cuillère en bois, ne se fera pas sans heurts, ni sans éclat de rire. Oseras-tu franchir à ton tour la porte de la maison à l'orée de la magie? Franchement, j'ai trop envie de le lire. Et en même temps, c'est pas trop ma came, la jeunesse, tout ça, donc... bon. Sortie 27, on a bientôt fini. Les oiselles de nuit de Kate J. Armstrong chez De Saxus. On vous dit, celui-ci, je suis pas sûre d'y aller non plus. Franchement, moi, je veux que God Killer pour l'instant chez De Saxus. Dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous est leur magie. J'attendais de voir s'ils remettaient la sirène en passant à côté de moi. Il y avait le camion de pompiers. Il y a longtemps, les femmes de la République EDN étaient dotées d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les cœurs, commander les mers, allumer des feux et déplacer des montagnes. Leurs héritières, Mathilde, Aïssa et Sayer, sont appelées les oiselles de nuit. Leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée. Par un baiser, elles offrent temporairement leurs dons et seuls les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit. Protégées par les plus puissants, elles se croyaient intouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner. Oh oh oh! Traquées par l'église, elles découvrent qu'elles ne sont pas les seules jeunes femmes dotées de magie. Les 3 oiselles doivent faire un choix, rester dans une cage dorée ou prendre leur revanche sur ceux qui leur ont coupé les ailes. Clairement, elles vont choisir la revanche, on le sait tous. On le sait tous. Sortie suivante, je pense que c'est une sortie que je vais acheter après. Salut Marianne-Co, comment tu vas? Sortie suivante, pourquoi je le veux? Ok, c'est Millie Bobby Brown. J'aime trop cette actrice. Je veux trop découvrir son histoire. C'est 19 marches. Et en fait, ce qui me plaît dans ce roman, c'est c'est issu d'une histoire vraie. Et c'est sa grand-mère, je crois, qui lui a raconté. On vous dit qu'on suit Nellie Morris, une jeune fille dont la joie de vivre est contagieuse et qui tente de mener une vie normale dans l'East End de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que la capitale anglaise reste sous la menace constante des raids aériens allemands. Entourée par ses parents, son frère cadet et sa petite sœur, et bien occupée par son travail d'assistante de la maire du district de Bethnal Green, elle arrive à sortir de temps à autre au pub où elle aime chanter avec sa meilleure amie Barbara et son amie d'enfance Billy qui a toujours eu un faible pour elle. La rencontre de Nellie avec Ray, un bel aviateur américain, va venir bouleverser ses certitudes et encourager son désir de voir le monde. C'est alors qu'un terrible accident survient à l'abri de la station de métro de Bethnal Green où Nellie et sa famille se réfugient en cas d'alerte. Son courage, sa détermination vont l'aider à surmonter cette épreuve qui touche ses proches en plein cœur. Clairement, moi j'y vais surtout pour l'autrice, pour Millie Bobby Brown. Qu'il a écrit avec Kathleen McGirl, je crois. Je crois qu'elles ont partagé ça ensemble. Mais voilà, ça donne envie. Je pense que c'est pas une bonne idée de regarder ce live financièrement, mais bon, oh, si peu. Je vois pas ce que tu veux dire. Ensuite, Fille du destin de Tika Hatzopoulou. Les émeutes de la nuit sans lune chez la Martinière. Celui-ci, je le veux trop aussi. On vous dit, à Alante, la cohabitation est difficile entre les humains et les héritiers des dieux. On parle encore de dieux. Minoritaires, ces derniers sont traités en parias. Yo, descendante de l'une des déesses du destin, peine à joindre les deux bouts. Capable de déceler les fils de vie de chacun, elle utilise ses pouvoirs de mémoire pour mener des enquêtes sans envergure. Jusqu'au jour où sa vie bascule. Yo assiste à un meurtre perpétré par une femme au fil de vie coupé. Impossible, impensable. Chargé de résoudre ce mystère plus politique qu'il n'y paraît, Yo est forcée de travailler avec celui qu'elle fuit depuis des années, Edei Rona, avec qui elle partage un fil d'argent le désignant comme son âme sœur. Ensuite, avant-dernière sortie que j'ai notée, La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nevercott chez Albin Michel Imaginaire. Ça a l'air trop bien, on est avec la Baba Yaga. Séparés depuis l'enfance, Bellatine et Aïsak Yaga pensaient ne jamais se revoir, mais lorsque tous deux apprennent qu'ils vont hériter leur grand-mère ukrainienne, frères et sœurs acceptent de se rencontrer. Ils découvrent alors que leur legs n'est ni une propriété, ni de l'argent, mais quelque chose de bien étrange, une maison intelligente juchée sur des pattes de poulet. Arrivée de Kiev, foyer ancestral de la famille Yaga, Lisba est
traqué par une entité maléfique, ombre longue, qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Papa. Franchement, ça me fait trop envie, ça a l'air trop bien. Mais c'est un Albin Michel imaginaire, ça va encore coûter une blinde. Donc autant attendre les premiers avis, moi je vous le dis. Et dernière sortie que j'ai notée, qui m'intéresse pour janvier, c'est encore un Corrigan, Fire and Frost, le tome 2 de Ellie Blake. Moi j'ai le tome 1, pareil acheté de gaz. L'Alliance, si vous voulez voir l'autre. Je vous les sors pour que vous voyez un petit peu les couvertures, comment elles vont bien ensemble, je trouve. Attends, je bouge ça. On vous dit, vous savez, c'est avec les sangs de feu et les sangs de glace. Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. Donc bref, moi je vais découvrir le tome 1 et puis je verrai si je continue. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez noté certains de ces romans, si vous voulez en découvrir certains, ou si vous en avez noté d'autres au niveau des sorties, ça peut être cool de tous entrer dans les commentaires. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.